Salut tout le monde, bienvenue sur SNA le podcast, votre rendez-vous football africain, mais pas que football parce qu'on va aussi parler d'autres sports. Mais bon, aujourd'hui spécialement on va parler quand même football parce qu'en plus on a un invité de marque. Mais d'abord, comme d'habitude pour m'accompagner, Ibrahima Traoré. Salut Ibou. Salut Mansour. Ça va? Bien. Récupéré? Ouais, ça va. Tranquille? Ouais. On a pris une petite vague sur les réseaux sociaux, mais ça s'est dissipé, ça va. Il y a un ancien joueur qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. C'est vrai. Non, mais en plus c'est vrai. Conseil. Non, l'essentiel surtout, c'est qu'on regarde le podcast avant de parler. Exactement, c'est ça. Il faut toujours, c'est vrai, se renseigner avant de parler, c'est important. Bon, pour nous accompagner aujourd'hui, un invité de choix encore. Décidément, c'est à la mode en ce moment. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut le présenter? Moi, j'ai un ami. Un ami à toi, déjà, bien sûr. Ouais. Vous avez joué ensemble en Oui, sélection, un ami, ancien coéquipier. sélection de Guinée. Ouais. Il a un parcours qui est assez sympathique. AS Cannes, Paris FC, Red Star. Je triche, hein, j'ai des notes. Orléans, mais bon, tu vois, j'en ai fait pas mal comme ça. Notre invité aujourd'hui, c'est Ousmane Sidibé. Bonjour Ousmane. Bonjour, enchanté Mansour. Merci d'être avec nous. C'est vous. De même. Bon, de toute façon, tu n'avais pas trop le choix parce qu'il avait dit qu'il a appelé Ousmane, Ousmane il vient, donc il n'y avait pas le choix. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous pour parler football. On va forcément s'intéresser à ton parcours parce que moi, je trouvais en tout cas c'était un parcours qui était intéressant. Parce que justement, souvent, on entend parler de ouais, machin, lui, le Real, il est à Manchester, il est ci, il est ça. Mais en fait, il y a d'autres parcours qui sont, je trouve, riches, tant sportivement que humainement. Et justement, je trouve que tu corresponds bien à ce genre de parcours parce qu'en plus, pour toi, tout a commencé, c'est au Lila, non, c'est ça? J'ai commencé en bas de chez moi, on va dire, à l'Espérance Paris 19e. Ouais. Et après, ouais, j'ai fait une grosse partie de ma jeunesse au FC Les Lilas. Mais à cette époque-là, toi, tu ne penses pas forcément percer dans le foot ou un truc comme ça. C'est surtout de l'amusement, non? Ou il y a déjà un truc, un côté Ouais, un en peu... premier lieu, ça- c'est de l'amusement, une passion. Après, petit à petit, ça devient un objectif. Maintenant, quand tu sais que tu peux nourrir tes parents, sortir entre guillemets de la galère tes parents, t'en fais un métier, un objectif. Et grâce à Dieu, j'ai eu la chance de pouvoir connaître le monde pro et la sélection. Et c'est à peu près justement à quel âge où il y a ce déclic qui se fait en se disant, bon, ben, il y a le foot amusement, on va passer au foot plus sérieux et même justement, comme tu dis, en faire un métier pour sortir la famille de la galère, tout ça. Bah, ce déclic-là, il a plus été quand j'ai eu 15 ans. J'ai fait une saison, notamment avec Bakay Traoré qui a joué au Milan. On a fait une saison, on a tapé tout le monde en nationaux. On a invité par la suite sur le plateau Téléfoot. Et de là, j'ai commencé à connaître les agents qui t'appellent, les gens qui te courent après. Donc c'est vraiment là où, entre guillemets, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à jouer dedans. Et sur cette année-là, tout le monde est parti un peu partout. Donc voilà, ça m'a donné des idées et j'ai pu accéder ou franchir plusieurs paliers. Donc en gros, ce que tu dis, que c'est en gros, parce que tu sais, tous les enfants, tous les jeunes, ils disent oui, moi c'était mon gosse de rêve. Toi, tu dis c'est venu plus tard, quoi. En fait, le football c'était vraiment de l'amusement. Et comme tu as parlé beaucoup de la famille, ce qui est très important pour toi, moi je le sais. Tu te dis c'est un moyen aussi de sortir ma famille de la galère. Mais j'ai l'impression que c'est pas son idée première, quoi. C'est pas le truc qui te dit oui, moi je vais être footballeur, c'est mon plus grand rêve, quoi. Non, non. Après, comme j'ai dit, c'est le sport populaire de tous les quartiers. Tu descends de chez toi, un ballon, tout le monde en a, c'est pas cher. Tu prenais 1 euro, allez, 6 francs, t'achetais un ballon. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin des cages, tu mettais des baskets, c'était office de but. Et voilà, moi je l'ai pris comme un jeu. Et au fil du temps, c'est devenu une obsession, un métier. Et voilà, encore une fois, comme j'ai dit, grâce à Dieu, j'ai pu m'investir, j'ai pu franchir des paliers et toucher, entre guillemets, l'équipe nationale, c'est devenu un rêve par la suite. Ouais. Parce que bon, tu as envie de toujours aller plus haut chaque fois. Donc voilà, ça m'a permis de toucher l'équipe nationale et j'en suis très heureux aujourd'hui. Les gars, racontez-nous un petit peu, ça se passe comment le premier contrat pro? Parce que c'est là qu'on se dit en fait les vraies choses commencent. Parce qu'avant, on est oui, centre de formation, on passe à gauche, à droite et tout. Mais les vrais bails, comme ils disent, c'est quand on va te dire, bon là, premier contrat pro. Moi perso, j'ai une anecdote. Mon Ah, premier vas-y. contrat pro, je l'ai signé tard. Je crois que j'ai dû le signer à 24 ans, je crois.
Ouais. Et quand j'arrive dans le bureau avec mon agent qui était, entre guillemets, une personne de mon quartier, qu'on respectait, entre guillemets, il est venu m'accompagner, il a négocié mon contrat. À la suite de ça, ça s'est très bien passé. La saison reprend. Premier match amicaux. Je reçois mon premier salaire. J'ouvre la feuille, j'ouvre l'enveloppe, je regarde la feuille, je dis mais il y a un problème. C'est pas ce qu'on m'a annoncé. C'est pas ce qu'on m'a annoncé. Je prends mon téléphone, j'appelle mon agent, je dis mais c'est pas ce qu'on avait négocié. Il me dit si, il me dit mais il y a combien? Il me dit attends. Je dis ouais mais il y a écrit tant en brut. Il me dit ouais mais quand c'est ça, faut déduire. C'est pas du net. Et moi je savais pas. Parce que je connaissais pas ça. Nous on était payé en jeune, c'était en défraiement, en fixe, on appelait ça des fixes. Ouais. Voilà, c'était ça. Et moi, je connaissais pas brut ou net quand j'ai vu ça. Là. Je dis, oh là là. Mais moi, après, bon, c'était une petite anecdote, j'étais content. Je sais que j'ai la même histoire. Sauf que moi, ce qui s'est passé est exactement la même histoire. Moi, quand on m'annonce que je vais signer pro, j'étais à Berlin, mais comme j'avais fait une bonne année, je sais, ça m'a pas surpris en gros. C'était pas waouh, je suis passé pro. Je me suis dit, c'est la suite logique par rapport à la saison que j'ai fait avec la réserve et les U19, tu vois. Donc on signe, on me donne le salaire. Et puis au début, je comprends pas. Et avec mon pote, Malik, nous, dès qu'on nous donnait le salaire, la première chose qu'on faisait, on allait à la banque, on prenait tout. Sauf qu'on prenait plus. Et en fait, à la banque, tu avais le crédit, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu pouvais aller au-delà de ce que tu as vraiment sur le compte. Donc moi, je ne comprenais pas, voilà. Et jusqu'à jour, je viens pour retirer l'argent, il me dit, oh, il n'y a plus d'argent sur le compte. Je dis, mais comment ça? Tu sais pas combien je touche, moi? Il me dit, attends. Tous les mois, tu retires autant alors que tu touches la moitié. J'ai dit, j'appelle mon agent. Il me dit, bah oui, c'est logique. Il dit, mais c'est logique. Ce qui est écrit là, c'est pas honnête, hein, c'est du brut. J'ai dit, mais tu vois, c'est fou ça quand même qu'on ne l'explique pas ça aux jeunes. Parce que forcément, je veux dire, quand tu es dans le milieu, que tu commences comme ça, toi, on te dit, je dirais des trucs bêtes. On t'annonce 10 000, mais pour toi, à la fin du mois, en bas de la fiche de paye, tu dois avoir 10 000. Ouais. C'est ça en fait. Et du coup, mais je veux dire, si tu n'es pas préparé psychologiquement, tu arrives, on te dit, tu vas 6 500, tu dis, oh, ils sont passés où les 3 500? Après, comme je te l'ai dit précédemment, je ne sais pas si c'est valable pour Ibou. Moi, personnellement, c'est entre guillemets un grand de mon quartier qui m'avait envoyé, qui était venu avec moi. Donc je pense que lui, il connaissait le truc, mais il se disait pas qu'il fallait que je lui apprenne ces choses-là. Donc voilà, inconsciemment, moi je suis parti, j'ai signé. C'est-à-dire il aurait même pu me mettre un contrat à 100 euros brut. Pour moi, j'aurais été perdu. Mais bon, après, encore une fois, c'était une passion. Après, ils m'ont dit ça, j'ai dit bon, c'est pas grave, on va aller chercher en prime, mais la prochaine fois, ils vont pas m'avoir. Maintenant, je sais. Voilà, là, je sais. Non, c'est pour ça, après, maintenant, il faut annoncer un truc plus haut. Voilà, c'est ça. Alors, raconte-nous maintenant un petit peu ton parcours, parce que du coup, au final, toi, tu as fait là, comme je disais tout à l'heure, des clubs entre là, les régions franciliennes, Paris FC, que ce soit Red Star, Orléans, AS Cannes. Est-ce que tu as eu des opportunités, et c'est pas pour dénigrer ou autre, mais de pouvoir aller plus haut, ou ça s'est fait comme ça? Parce que justement, comme tu dis, toi, tu as signé pro assez tard. Est-ce que c'est pas ça aussi, quelque part, qui t'a freiné? Pour être honnête avec toi, je pense, comment on va dire, je pense ne pas avoir eu la possibilité de signer pro parce que j'avais trop la tête volée. J'étais dissipé. Je pensais pas au football. Et je venais encore une fois, c'était un amusement. J'ai un coach qui est venu me voir quand j'étais au Lila justement en U17. Je jouais avec la CFA, j'étais surclassé et je redescendais en Gambardella. On joue contre Strasbourg en 64e. Je mets un but sur corner, aile de pigeon de l'autre côté. Corner, je coupe au premier poteau, aile de pigeon, on lucarne. À la suite de ça, on avait fait une belle campagne en Gambardella. On était un petit club de DH, moins de 15 DH. Et à la suite de ça, j'ai Corentin Martins qui vient me solliciter. Et j'ai Guingamp. Mais bon, moi, je vais rester avec mes potes. Et le club, ils ont sollicité 2 joueurs. Le club vient me voir, me dit voilà, il y a ces clubs-là qui ont sollicité toi. Il y a un autre qui s'appelait Abdel Mogdad. Ils me disent toi, Ousmane, on ne t'envoie pas parce que en gros, t'es un petit fouteur de merde. Et c'était la vérité. En ce moment, j'étais pas trop cadré, j'étais un peu dissipé. Et moi, le foot, c'était un jeu. Je dis bon, ok, je suis resté. Et même par la suite, je me rappelle encore d'un truc où moi, je venais avec 2-3 personnes de mon quartier.
Il disait qu'il ne voulait plus les garder. Je dis, bah, si vous ne les faites pas signer, je ne reste pas. Et entre guillemets, grâce à moi ou pas grâce à moi, ils sont restés et j'ai continué. Mais c'était vraiment, comme je t'ai dit, c'est des erreurs de jeunesse que j'ai commises et que je regrette un peu, même si, comme je t'ai dit, encore une fois, j'ai eu la chance de côtoyer le monde pro, mais que je regrette parce que j'aurais pu avoir le cursus, entre guillemets, je ne vais pas dire normal, mais j'aurais pu avoir ce truc-là où j'aurais peut-être été à Strasbourg, Guingamp ou Amiens, où j'en passe, avec un encadrement, avec une progression peut-être que les joueurs de centre de formation connaissent. Mais ce n'est pas une vérité en soi, parce que tu as des joueurs qui sont en centre de formation, qui sortent de centre de formation et qui sont aujourd'hui, entre guillemets, soit au Pôle emploi, soit en train de chercher un club, soit qui galèrent. Et tu as ceux comme Ribéry, entre guillemets, qui hors foot, qui sont sortis du football en retard, mais avec leur qualité, qui aujourd'hui qui sont des légendes exactement, qui pouvaient titiller le ballon d'or. Mais regarde, quand tu prends l'exemple par exemple de Ribéry, tu sens que son parcours, au final, même quand il était dans les grands clubs, il sait que il n'a pas le cursus classique. Donc il a toujours gardé ce côté-là. Est-ce que toi, quand tu signes pro, tu dis non, maintenant que j'ai signé pro, il faut que je change ou alors tu es quand même resté un peu comme tu étais? Non, plus jeune, quoi. Tu peux avoir ces deux aspects-là, mais tu es obligé de changer. Le monde du foot, ça ne pardonne pas. Quand on était jeune, on disait, on regardait la télé. Je pense que ça t'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Tu regardais la télé, tu dis, ah ouais, je suis à sa place, lui. Ouais, oui. Ah, il est nul. Mais tu te dis pas, en fait, qu'est-ce que le mec il fait comme travail invisible? Qu'est-ce qu'il fait dans la journée? Qu'est-ce qu'il a fait pour être là aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Et nous, parce qu'on est assis sur notre canapé, mais demain, on s'entraîne avec lui. Il va te faire des choses que toi-même, tu vas te dire, ah ouais, ok. Et puis surtout, frère, il y a une grande différence qu'il faut dire aux gens. Être footballeur professionnel, c'est un autre métier ou c'est une autre discipline que jouer au football. Exactement, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Voilà, c'est pas, on a un métier. Voilà, on a la même passion, mais on n'a pas le même métier. Parce que ça, c'est ton métier, c'est-à-dire c'est ta vie. Tu consacres tout à ça. Et au final, après, tu peux avoir un entraîneur qui compte sur toi ou un autre qui compte pas sur toi. Mais au final, si tu es bon et que toi, tu fais bien les choses, tu auras une grande carrière. Quel entraîneur va se passer? Voilà, personne ne se passera de toi parce qu'il y a trop d'enjeux. Il veut gagner aussi, l'entraîneur. Alors, peut-être il t'aime pas, mais si c'est toi qui le fais gagner, c'est tant pis, c'est comme ça. Mais c'est un métier à temps plein. C'est pas juste tu te lèves et tu vas jouer au foot. Tu rentres chez toi, tu gagnes bien ta vie et puis tu es content. Mais après, il y en a, c'est un petit peu triste, mais je ne veux pas caricaturer, mais il y en a qui pensent vraiment que footballeur, c'est je me lève le matin, je vois l'entraînement, ça dure 1h, 1h30, des fois 2 heures quand le coach n'est pas très content de ce qui s'est passé le week-end, et qu'après tu rentres et tu fais la fête. Mais non, alors que justement, non, en fait, je trouve en tout cas, ceux qui ont des grosses carrières, il faut être ultra discipliné. Mais je vais te dire, la question simple pour répondre à tous ces gens-là, c'est il y a combien de joueurs dans le monde? Combien de jeunes qui veulent les footballeurs? Il y a 30 joueurs dans une équipe. Même quand on est 30, on dit c'est trop, on est beaucoup là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça paraît facile pour les gens parce que le cadre de vie, tu joues dans des stades remplis, tu t'entraînes 2 heures par jour, après tu fais ce que tu veux, tu gagnes de l'argent. Ils idéalisent tout ça, mais c'est élitiste à mort. Il y a des gens qui font centre de formation de 12 ans jusqu'à 18 ans et après on leur dit non mais toi en fait on ne te prend pas. Et ça leur fait très mal. Ça c'est violent. Bah oui, parce qu'après parce qu'on dit qu'ils reviennent dans la réalité des choses. Parce que tu sors d'un centre de formation où tu manges à la cantine avec tout le monde, tu es en demi-pension, en pension complète, tu dors avec tes amis, tu es dans un cadre, dans une bulle. Et quand on te fait sortir de cette bulle-là, c'est comme si tu arrivais dans la jungle. Tu arrives dans des clubs intermédiaires. Et là, tu as des pères de famille qui jouent. Tu as des mecs de quartier qui jouent. Tu as des gens qui ont des objectifs. En fait, c'est un autre monde. Là, tu arrives vraiment dans la jungle. Là, on ne va plus te chouchouter, on ne va plus te choyer. Là, c'est vraiment un autre monde. C'est soit tu as les dents longues, tu sors de la jungle, soit tu te fais bouffer par les animaux. C'est simple. Et c'est la réalité des choses. Tu en as plein des personnes comme ça qui sortent et qui n'y arrivent pas. Parce que moi, je l'ai connu. Ouais. En tant que personne qui a connu vraiment la région parisienne et après que j'ai entre guillemets explosé dans des clubs pro, c'est très dur. J'en voyais plein qui arrivaient. J'en ai vu tellement, mais c'est difficile pour eux. S'ils ne sont pas encadrés, mais vraiment encadrés, entourés, et s'ils n'ont pas le mental, ils explosent.
Bah après, c'est un peu ça le souci aussi, parce que centre de formation, je ne dis pas qu'on les prend par la main, mais tout est cadré. Parce que voilà, tu as déjà souvent, tu t'entraînes dans le centre, tu manges dans le centre. Il y a même des gens, c'est les cours dans le centre, donc ils ne vont même pas à l'extérieur. Du coup, comme ils vivent en vase clos, puis tout d'un coup, là, on te lâche dans la nature. Tu n'as plus de repères. Même socialement parlant, tu n'as plus de repères. C'est chaud. Après, après, est-ce qu'ils travaillent sur ça avec ces jeunes-là? Ça, Est-ce que c'est leur priorité? Je ne sais pas, parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais il faut qu'ils se posent la question des joueurs qui ne sont pas conservés. Parce on a vu des suicides, on a vu c'est ça, ouais. Moi, je te dis sincèrement, comme ça, si j'avais fait centre de formation, je ne pense pas que j'aurais été pro. Je pense que déjà, mentalement, je n'aurais pas tenu. Parce que c'est trop long. C'est trop long, il y a trop d'enjeux, il y a trop… Et tu vois, maintenant, tu le remarques de plus en plus toi qui travailles avec les jeunes dans la formation et tout ça, que il y a moins d'insouciance. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'objectif de tout le monde. Tout le monde sait en fait qu'est-ce qu'il y a à gagner dedans. Donc, comme tu dis, nous, on allait jouer au foot. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas en finale, ça n'a pas marché. On aura essayé, on s'amuse. Et puis, si ça ne marche pas, on aurait joué en CFA ou on aurait joué en DH. Et on aurait quand même aimé le foot, tu vois. Exactement. Sauf que maintenant, à 12 ans, ça fait déjà des plans de carrière. Ah oui. Les parents, ils savent très bien, ils mettent une pression folle sur les enfants. Il faut réussir comme ça. Regarde Mbappé, regarde lui. S'il y en a un seul Mbappé, il n'y en aura pas deux. Exactement. Mais après, c'est un peu le problème, c'est que ce soit Mbappé ou même peut-être Haaland et autres, en fait, si eux, on les prend comme standard, je trouve on est mort. Parce que, en fait, eux, c'est des extraterrestres. Et tu ne peux pas juger la moyenne par rapport à un extraterrestre. Parce que du coup, tu ne peux pas dire à des gens qui ont, on va dire, 12, 13, maintenant, le standard, c'est 18, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je ne pense même pas qu'on les juge. Disons, en fait, ils prennent exemple, j'ai envie de dire, sur le projet Mbappé, le profil Mbappé. Depuis jeune, tout est cadré, la famille gère bien les trucs, lui aussi, il est fort, ils savent ce qu'ils vont faire. Et tout le monde se dit, nous aussi, maintenant, on va prendre notre gosse et à 12 ans, on va lui dire, c'est comme si tu fais ça, regarde. C'est le projet, je pense, Après, il y a le talent. Je veux dire, tu peux faire le projet, machin, ce que tu veux. Et entre guillemets, si ton gamin, il est nul ou s'il est moyen, le projet Mbappé, il n'existera pas. Ouais, mais c'est… C'est pas les meilleurs qui signent pro non plus. C'est ça, comme l'a dit Bou. Après, je pense que c'est plus… maintenant, nous, c'était la passion, comme je t'ai dit au départ. Nous, c'était un jeu, la passion. On aimait faire ça. Basket trop et pas basket trop et ballon dégonflé. On aimait faire ça. Et maintenant… c'est devenu financier, c'est devenu un business. Très tôt. C'est devenu. Moi, j'entends parler les parents, j'entends parler les jeunes. C'est devenu un business. C'est quand moi je me suis présenté, la première question qu'ils m'ont posée, combien tu touches? Là, j'ai présenté il n'y a pas longtemps Aris Belkebla, international algérien, parce qu'il est d'Aubert. Combien tu touches? C'est plus maintenant, tu joues avec lui, comment il est. C'est pas où tu joues avec lui, maintenant, ils sont formatés financiers. Mais c'est pour ça aussi qu'on voit maintenant des trucs de fou pour les gamins qui veulent signer leur premier contrat pro, des sommes qui sont hallucinantes. C'est un business. Après, bon, après c'est comme ça, c'est la réalité des choses aussi. On voit pas. Et puis, moi, personnellement, je ne peux jamais en vouloir à quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Non, d'argent. C'est de l'ambition, ça, je ne peux pas lui en vouloir. Mais ce qu'on te dit, c'est que très tôt maintenant, c'est déjà dans l'esprit. C'est déjà intégré. C'est ça qui est. C'est ça qui est un peu malheureux. Ça doit être un jeu. Ton enfant, quand tu le vois naître, tu le laisses pousser, tu le laisses évoluer. Pour toi, moi je le laisse s'orienter vers ce qu'il veut faire. Non, il y en a, c'est pas ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire du foot. Comme il a dit, tu vas devenir le nouvel Mbappé. Tu vas devenir le nouvel. Tu peux même en dégoûter le gamin, ça se trouve, c'est pas. Tu peux le choquer. Tu peux le choquer. Il veut pas trop ça, il veut juste s'amuser. C'est ça, c'est un jeu. À la base, c'est un jeu. Des parents qui sont interdits d'aller dans les camps d'entraînement. Ou des agents, on interdit, maintenant on fait beaucoup de séances avec maintenant tout est bâché. Parce que les agents rôdent déjà 12-13 ans. Mais revenons à la passion que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui t'a fait partir à Malte? À Malte? Ouais. Chypre, pardon. J'avais dit Chypre. C'est l'inverse, c'est toi qui m'as inversé. Chypre, en fait, à l'issue de ma fin de saison à Béziers, j'ai eu plusieurs offres. Et j'ai voulu faire Moi, je voulais vraiment aller à l'étranger, voir comment ça se passe, voir une autre culture. Ouais. Moi, je l'avais fait quand j'étais plus jeune, à 18 ans en Italie, mais j'étais revenu au bout de 6 mois parce que je m'étais blessé, mais c'était une bonne expérience. Mais Chypre, voilà, je voulais faire une expérience à l'étranger. Et c'est tombé à pic, j'y suis allé.
Ça s'est plus ou moins bien passé. Raconte un truc. À Chypre. C'est sûr qu'il y a un truc à raconter. Ouais, avec moi, il y a toujours un truc à raconter. Oui, à Chypre, raconte-moi un truc, s'il te plaît. Non, à Chypre, au début, ça se passait bien. Je suis tombé sur un sosie du Mourinho. Mourinho. C'était Mourinho chypriote. Mourinho chypriote, ouais, exactement, la même coupe, cheveux grisonnants. Bon, au début, il me faisait jouer, il me demandait des choses, ça se passait très très bien. Et au fil du temps, il a voulu changer mon jeu. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors qu'on avait les résultats, il a voulu changer mon jeu. Moi, vu que je suis un gilet jaune, je connais entre guillemets, un peu le ballon. J'ai refusé. Il m'a mis sur le banc 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, j'ai dit, bon, moi je pars. Il ne voulait pas me laisser partir. Il commençait à dire, ouais, les salaires payés en retard. J'ai appelé ma femme, je dis prends-moi 2-3 cabas de Paris, là, les gros sacs là, que de Tati. Voilà. Ils sont venus, j'ai pris mes clics, mes claques, je suis parti. J'ai donné les clés à mon voisin, j'ai dit allez, salut. Non, mais c'est des. En fait, ils sont. Qualité de vie, rien à dire, mais football, ils sont un peu ric-rac. Après, il y a 4-5 équipes qui jouent l'Europa League, c'est des bonnes petites équipes, la HEC, Omonia. Famagouste, un arthosiste. Et le reste. Quand j'étais là-bas, il y avait Bakary Sako. Ah ouais. Bakary Sako était là-bas. Donc, il y avait aussi un autre joueur dans son équipe, un ancien de City, là. Non, de Crystal Palace, Puncheon, je crois, qui était là-bas. Non, ils attirent des bons joueurs. Ouais. Et ils ont la mentalité. Le problème de certains pays, c'est que des fois ça paye, des fois ça paye pas. Quand j'ai une vie, moi, je pars du principe où je travaille, tu me payes. Quand j'ai une vie de famille, logique, ouais. je suis pas dans ces bêtises-là. Je file. Donc tu es parti comme ça je suis parti du jour au lendemain. Je me suis arrangé avec le club, ils m'ont dit on te paye tant de salaire. Ils me devaient quand même. J'ai dit ok. Ils devaient payer ceux qui payaient la maison, ceux qui payaient la location. J'ai dit ok, donnez les clés. Ce que vous ne m'avez pas payé, vous le paierez à l'agence de location. La maison, Terminé. vous paierez l'agence. Voilà, terminé. On se doit plus rien. Après, ils t'ont pas pris la tête, ils n'ont pas essayé de rechercher, ils n'ont pas dit Eux-mêmes ne savaient pas que je partais. Ouais, mais après, quand ils ont vu que tu n'étais plus là. Non, parce qu'ils savent très bien que si c'est ça, dans ce cas-là, moi-même, je les mets à la FIFA. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec tout ça. Tu me dois 2 mois, donne-moi mes 2 mois, je m'en vais. C'est tout. Non, mais quand tu dis à la famille, je vais jouer à Chypre, et ils pensent quoi? Tant que je joue, ça ne les dérange pas. Tant que j'arrive à assumer mon foyer, ça ne dérange personne. Non, après, pour eux, c'était bien parce que c'était quand même de la D1 chypriote. C'était entre guillemets l'équivalent de la fin de D1 française et D2 française. Ouais. Après, c'est vraiment pas dégueulasse. Il y a vraiment des bons joueurs. Franchement, il y a vraiment des bons joueurs, il y a des beaux stades et voilà, c'est quelque chose à faire. Mais ça les a pas dérangés. Ça les a pas dérangés, j'étais content. Comme j'ai dit, j'ai tout le temps fait mes choix en mon âme et conscience. Maintenant, celui-là, il s'est avéré qu'il était un peu, on va dire, bancal. Maintenant, je l'assume. C'était une bonne expérience. Si j'ai des amis demain qui comptent aller là-bas ou des plus jeunes qui comptent aller faire une expérience dans certains pays, au moins, j'aurai ce jugement que je pourrais leur apporter. Ouais. Et j'aurai cette vision des choses. Mais c'est toujours bien de voir autre chose, de sortir de sa zone de confort. Je serais resté à Paris, ouais, j'aurais joué. Je serais resté à côté, j'aurais joué. Mais bon, je voulais cette expérience à l'étranger. En parlant justement d'expérience et de zone de confort, tu en as connu une autre qui est encore plus à dimension internationale, c'est forcément la sélection. Ouais. Tu as joué d'ailleurs avec Ibou. Ouais. Ça s'est fait comment alors la sélection? Comment ça s'est fait l'approche, tout ça? Ma première sélection, c'était contre le Maroc à Rabat. Pendant le Ramadan. Ouais, pendant le Ramadan. Exactement. Vous avez pris une boîte, non? Non, on a fait 2, on a gagné. Non, on a gagné. On a gagné 2? Ouais, on a gagné, exactement. Et c'était le coach qui était là, c'était Michel Dussuyer. Il était venu me voir à Orléans, match contre Angers, où je marque d'ailleurs. On perd 2-1 contre Angers, il y avait Bouffal et Kodja. Il vient me voir, on va au resto, il me parle, voilà, il me dit que je souhaiterait que je fasse partie que j'intègre l'équipe. Et moi, de toute façon, j'ai toujours une anecdote pour vous. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, mais je te le dis, à 99% de chance, tu feras partie de la CAN, des joueurs qui iront à la CAN. Après moi, c'était une première, mes parents étaient super contents. Voilà. Je reçois des messages du bled,
les sœurs, les frères de mes parents, ils les appellent. Tout le village, moi vu que je suis de Cancan, tout le village est content. Émulation, on dirait CR7 qui arrive, mais bon, c'est juste Sidibé. Mais voilà, donc tout le monde content. Moi content, j'arrive en sélection bien accueilli. J'arrive un peu sur la pointe des pieds parce que je connais personne, il y avait des noms. J'ai eu la chance de connaître Ribou qui m'a très bien installé. Je suis resté avec lui, je suis resté avec Ibou parce que d'une, c'était un Parisien, on habite à côté. De deux, le courant est passé très très vite. Et c'était entre guillemets le seul jeune. C'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, tu étais parmi les plus jeunes. Ouais, c'était le plus jeune. Le visage de bébé, je dis, mais comment il arrive à jouer lui? Non, c'était le plus jeune. Ouais, il y avait moi et Maïbra peut-être ça. Exactement. C'était nous les deux. Exactement, voilà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et bon, heureusement qu'ils étaient là déjà dans un premier temps parce que je connaissais personne, je parlais pas la langue, il y avait beaucoup de sous-sous, je parlais pas la langue, j'étais timide, j'étais dans mon coin. Bon, après voilà, je vais pas non plus m'imposer, mais c'est vrai que des fois c'est bien de t'imposer, de t'affirmer. Ouais. Mais voilà, bon, sur un premier match comme ça, entre guillemets contre le Maroc, moi qui arrivais du Paris FC, après d'Orléans, voilà, j'étais plus, comment on va dire, attentif à ce qui se passait. Et je crois qu'il te fait même pas jouer, non? Non, il me fait pas jouer. Il me fait pas jouer, mais ça m'a pas fait mal. Mais même, franchement, je voulais vraiment connaître en fait cette première sélection. Donc j'ai regardé comment ça se passait, que j'ai très bien été intégré. Et voilà, je l'ai pris du bon côté. Il m'a pas fait jouer, mais c'est pas grave. J'apprends, je regarde et je vois. Et par la suite, il y a la liste de la CAN qui sort. Et moi, je regardais, je jouais dans mon club, j'étais titulaire indiscutable, on était 3e au championnat. Quand il y avait déjà la fête. Voilà, je me rappelle. Voilà, il y avait Simon mais qui jouait à Brest. On était devant, tous les clubs de Ligue 2 qui étaient prétendants à la Ligue, on était devant, on était 3e. Et j'attends la liste avec impatience parce que je vois l'équipe nationale, il n'y a pas un latéral droit. Et en ce moment-là, il y en avait un qu'on appelait Panucci. Il s'avère que cette personne, il est marié même avec ma cousine, mais il s'appelait, je sais plus son prénom exact, il l'appelait Panucci, mais il jouait même pas, il n'avait pas de club. Il a dit, porte ouverte, personne n'a latéral droit. Je regarde la liste, pas mon nom. Je dis, mais c'est pas possible. Et je vois le nom de cette personne-là, mais moi après, je lui en veux pas du tout. Hein. Et c'est là, ça m'a mis un coup par contre. Ouais. C'est là que j'ai dit, en fait, les Africains, c'est pas la peine. Non, vas-y, je vais même pas avoir de langue de bois. Il n'y a que nous, les Africains, pour faire des trucs comme ça. Comment tu veux prendre un joueur qui n'est pas titulaire ou qui n'a même pas de club, tu le ramènes en sélection, sachant que tu viens me voir, tu me dis à 99% de chances que tu sois dans la sélection, si ce n'est 100%. Ouais. Et là, il m'a mis un coup. Il m'a vraiment mis un coup. Je crois que tu ne reviens pas pendant un moment. Je ne reviens pas pendant un long moment. Justement, c'est là que je voulais en venir parce que justement, toi, tu n'as pas eu autant de sélections que ça. J'ai pas eu autant de sélections que ça. Bah, par la suite, je crois que c'est après 10 juillet, il y a eu l'AP, je crois. Il y a eu l'AP Bangoura. L'AP. Il y avait l'AP, après il y avait Luis, non? Ouais, Luis. Voilà, l'ère l'AP. Voilà, nouvelle anecdote. On m'appelle sur la fin de l'ère l'AP, on me dit quoi? Mais Ousmane, tu veux pas venir en sélection? C'est mon frère qui me dit ça. Je dis, le problème, moi, si c'est correct, je viens. Il me dit, mais attends, parce qu'il me dit, je parlais avec Ousmane de Kazi. Il me dit, il pense que t'es malien. Je dis, mais non, je dis, oui, ils se foutent de moi. Je dis, ils se foutent de moi. Je dis, ils m'ont sélectionné avec Dufillet. Et pendant l'ère la paix, ils pensaient que j'étais malien. Parce que j'ai un cousin, Djibril Sidibé, qui joue à Châteauroux, Monaco, là. Ouais. Il joue avec le Mali. C'est vrai. Il me dit ça. Je dis, mais c'est pas possible. Et c'est là, après, par la suite, que. En fait, c'est De Kazi qui fait que, par le biais de mon frère qui se connaissait bien, qui fait la bascule avec la sélection. Je le vois à Port d'Aubervilliers, il prend mes papiers, mes pièces d'identité, il fait mon passeport. Et c'est là que j'arrive en sélection, vraiment, entre guillemets, c'est là vraiment, entre guillemets, que je m'installe dans la sélection. Ouais. Sinon, avant ça, des histoires farfelues, mais vraiment farfelues. Parce que donc là, c'était la fin de l'ère Lapé Bangoura. Ouais, j'arrive sur quand il y a Fernandez. Ouais.
C'est là que je suis plus là, moi. Ouais, c'est le C'est vrai que toi, tu n'as pas connu l'époque Fernandez. Non, non, non. Ibou, il est plus là. Il y a Fernandez, Amara Simba, c'est là que je vois ça. Moi, Tu sais, j'ai quand suivi il m'a appelé, la première chose Qui, Luis qu'il m'a dit, oui. Ouais. Moi, j'ai mis Ronaldinho sur le banc, il n'y a pas de star avec moi. Je dis, oh. Mais les coachs, ils commencent. Quel rapport avec moi? Les coachs, ils commencent comme ça. C'est la première discussion que j'ai eue avec lui. Il y avait 2 casiers d'ailleurs. Il me donne le téléphone. Ouais, moi, j'ai mis Ronaldinho sur le banc. Avec moi, il n'y a pas de star. Bonjour d'abord. Bonjour. Je sais pas. On ne sait jamais, on se connaît pas. Ouais. Ouais, j'étais comme ça. Ben, ça l'a pas fait. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Moi, je me souviens du choix qui avait été fait parce qu'en plus, ça avait mis du temps à se faire parce qu'il ne voulait pas non plus arrêter ses engagements avec la radio. Mais il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Et RMC, lui s'attaque. Et nous, quand on l'a vu arriver, on s'est même dit, mais pourquoi Luis? Soit c'est pour plus de visibilité pour la Guinée, soit c'est par rapport à Bin. Moi, pourquoi Luis? Moi, j'ai pas connu, j'ai fait que 2 sélections avec Bah, lui. À la fin, moi, j'ai fait que 2 sélections avec lui. Après, j'ai pas cassé du sucre sur son dos, je suis même pas là pour. Mais Non, c'est pas le but. C'était. Non, mais en fait, t'avais l'impression que déjà lui-même, il voulait pas être là. Voilà, c'était en fait, ouais, c'était platonique. C'était platonique, c'était un coach qui était là en fait. T'avais pas l'impression qu'il était forcé, mais il était là. Je vais pas dire pour venir prendre des sous. Non, mais comme on allait le chercher. Il était là pour être là, quoi. Ouais. Voilà, on vient me chercher. Il y a quoi? On me proposait ça. Ouais, ça peut être intéressant, je viens. Pas pris tu voyais pas que le mec il était engagé, investi. Donc, Et ça, quand tu es joueur, c'est-à-dire si ton entraîneur, entraîneur ou sélectionneur d'ailleurs aussi, je pense, c'est pareil. Si tu le sens pas lui-même en étant impliqué dedans, comment est-ce que tu veux que le discours il passe auprès des joueurs? Bah, les joueurs ils sont pris en otage pour moi. Parce que quoi qu'il arrive, il est mis en place. Il est mis en place. Après, pour moi, je parle pour moi, parce que Ibou, en tout cas, lui, il a un gros vécu. Il avait le capitana. C'était entre guillemets quelqu'un de très important pour le. J'aime pas dire entre guillemets, c'était quelqu'un de très important pour la sélection. Moi, j'étais un degré moindre, vraiment un degré moindre. Moi, j'arrivais, je donnais un coup de main là où il fallait donner un coup de main. Voilà, moi mon rôle me satisfaisait. Mais Ibou, c'était autre chose. Mais voilà. Mais pour fermer la parenthèse, après, voilà, tu t'es pris en otage en quelque sorte, parce que qu'est-ce que tu veux dire? T'as un mec qui décide au-dessus de toi. Tu veux parler, tu quittes la sélection, t'as pas non plus 10 ans de sélection derrière toi. Donc voilà, tu fais profil bas, mais t'apprends. Et après, au fil du temps, tu t'affirmes. Mais c'est compliqué. Moi, je me rappelle d'un truc. À l'époque, déjà, tu m'avais contaminé. Je faisais déjà le journaliste alors que j'étais joueur. Tu te rappelles, on avait fait une interview une fois à Marrakech, toi et moi. On avait un entretien. Non, oui, c'était à Marrakech. On était avant la CAN. Je l'ai encore, hein. Écrit. Une à Marrakech et il y en a une sur le terrain en Égypte. Ouais, voilà. Ouais. Et j'ai regroupé de ça. D'ailleurs, je te l'avais envoyé. Je t'avais envoyé les notes. Ouais. Et c'est drôle parce que c'était en 2019. Ouais. Et dedans, moi, il y a un truc qui marque où tu parles beaucoup de la famille. Et tu parles de la notion de groupe. Que toi, tu sais toujours c'est quoi ta place dans le groupe. Et évidemment, tu t'avais dit, moi, je suis un joueur de devoir. C'est quoi un joueur de devoir? Bah, pour moi, c'est un soldat, c'est un joueur qui accepte d'avoir le rôle ingrat. C'est-à-dire, moi, demain, je vais extrapoler. Demain, le gardien est blessé, le coach me regarde, il n'y a même pas besoin de me regarder. Je dis, Ousmane, je vais y aller. Il faut rentrer demain, il faut aller tamponner ou poursuivre un mec, le meilleur joueur de l'équipe adverse, se sacrifier pour l'équipe, je vais aller le faire. Moi, je connais ma feuille de route, je connais mes ambitions et je sais de quoi je suis capable. Voilà, je suis entre guillemets un relais du coach, je suis entre guillemets un soldat du coach. On va dire ça. Voilà, moi je suis ce genre de joueur-là. Maintenant, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je sais où je vais. Et c'est plus ça qu'un joueur de devoir pour moi. Il y en a beaucoup dans les équipes. Après, c'est vrai que souvent, il y a les stars qui attirent la lumière. Mais je veux dire, après, la star, pour que justement on en parle tout le temps et tout, justement, il y a tous ces joueurs de devoir qui font le travail. Voilà, en fait, nous, on est là, entre guillemets, pour protéger les mecs qui nous font gagner les matchs. Ça, c'est comme les Gattuso, les Yapstam, tu vois, qui faisaient peur aux équipes adverses. Et nous, on protège ces joueurs-là. Dans notre équipe, tu avais Ibou, tu avais Nabi. Toi, t'en avais pas beaucoup. T'en avais pas beaucoup qui prenaient la parole et qui s'affirmaient. Il y avait qui Amadou, il parlait pas beaucoup, mais j'aimais bien. Tu avais Cissé que j'ai bien aimé.
Donc voilà, nous on était là en fait vraiment pour être les chiens de garde de ces joueurs-là. Pour leur dire, écoutez, allez-y, nous on va vous protéger. Et pour moi c'est ça. En général, c'est les joueurs qui sont, limite j'ai envie de te dire, le plus appréciés dans les vestiaires. Parce que tu sais qu'eux, ils sont là, quoi qu'il se passe. Pour le grand public, ils doivent se dire, ouais, mais regarde, lui, bah, comme tu avais dit, hein, ouais, lui, moi, je prends sa place, moi, tous les jours, tu vois. Mais dans le vestiaire, en général, c'est ceux qui sont vraiment aimés, tu vois. Et c'est pour ça que je parlais quand tu me disais, moi, je connais mon rôle dans le vestiaire, quoi que ce soit. Et bah, des fois, il y a des joueurs qui ne connaissent pas leur rôle dans le vestiaire. Et ça provoque de la frustration. Ouais, bon, je pense on a dû le rencontrer en sélection, même sur la dernière CAN. Justement, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est pas ça qui a un peu fait imposer le groupe sur la dernière CAN? Moi, je trouve que c'est mon opinion. Et ça, je le dirais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, personne ne va me fermer la bouche. Pour moi, il y a eu des groupes qui se sont formés au sein de la sélection. Et il y en a qui voulaient s'attirer l'affiche plus que d'autres. Et c'est ça qui a fait qu'aussi, on n'a pas eu les résultats escomptés. Parce qu'on a de la qualité. Je ne dis pas qu'on était finaliste, je ne dis pas qu'on pouvait être demi-finaliste, mais on pouvait titiller ou approcher ces places-là. Il n'y a pas eu non plus des grosses équipes qui nous ont marqués sur nos matchs. Si on a perdu ou si on a fait des résultats entre guillemets moyens, c'est qu'on s'est tiré une balle dans le pied nous-mêmes. Après, certes, il y a des joueurs de qualité en face de nous, mais voilà, on n'a pas tous couru vers le même objectif. Certains voulaient s'attirer l'affiche, certains voulaient qu'on parle d'eux au pays, certains voulaient qu'on dise que ouais, c'était lui le sauveur, certains pensaient que c'était eux la sélection, ça leur appartenait. C'est pas comme ça. Tu joues pour une nation, tu joues pour un pays. Demain, tu gagnes, tout le monde est gagnant. C'est comme ça. Moi, je parle c'est un collectif, c'est un tout. Et sur cette CAN-là, on a eu certes des individualités, mais pas un collectif. Et encore, on n'a pas eu beaucoup d'individualités. Moi, pour en avoir parlé avec Ibou, le joueur hormis les joueurs qui avaient l'habitude de venir, Cissé, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu durant cette CAN. Il a ramené du caractère aussi. Même je pense c'est dans sa personnalité de base. Voilà, tu sens même, c'est quelqu'un, lui, quand il joue, il rigole pas. Je te parle hormis des joueurs Ibou, Nabi ou d'autres. On avait Nabi qui n'était pas là. Voilà, ou d'autres. Hein. Ouais, parce qu'on parle de la CAN 2019. On avait Nabi qui n'était pas là. Je te parle, voilà, mais c'est des joueurs qui… Et puis même notre parcours, franchement, il faut dire la vérité, il n'est pas bon. On fait 2-2 contre Madagascar, on manque de respect à personne. Mais… Tu dis, on n'a pas compris ce qu'on est venu faire ici. C'est ça. Le départ, il n'est pas bon. Mais même Madagascar, en fait, ils peuvent nous battre. Bien sûr qu'ils peuvent nous battre. Mais nous, dans nos têtes, on se dit, on va faire ce qu'il faut, mais Madagascar, ils ne peuvent pas nous battre. Ah ben, c'est en fait, si après tu te retrouves, tu perds 1-0 contre le Nigeria. On arrive déjà dos au mur. On arrive tout de suite avec se dire, ouais, on va écraser les autres, sans avoir vu ce que les autres avaient fait. Madagascar, ils sont arrivés décomplexés. Ils ont donné du fil à retordre à des sélections. Je crois que c'était dans le groupe du Sénégal, je crois. Non, Madagascar, ils sont avec… Dans le groupe précédent. Non. Mais je sais qu'ils sortent la RDC. Ils sortent la RDC au tir au but. Mais Madagascar, ils ne sont pas dans le groupe du Sénégal, non. Mais ils finissent deuxième de leur groupe. Ben, je crois qu'ils avaient donné du fil à retordre à certaines équipes. Je suis décomplexé et commençaient un peu à avoir des joueurs d'Europe, entre guillemets, qui commencent à se greffer. Et puis surtout, ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont rien à perdre. Je crois que c'est leur première CAN. C'était leur première CAN. Mais ils ont strictement rien à perdre. Et nous, on arrive, je dis pas on arrive sûr de nous, mais trop insuffisant. On met pas les bons ingrédients. Ça, c'est une équipe que tu dois étouffer, tu dois leur montrer en fait. Vous, là, c'est la première, nous, on en a joué plusieurs. On va vous montrer c'est quoi le rythme d'une CAN. Et on n'est pas arrivé dans cet état d'esprit-là. C'est encore une fois, je trouve que c'était encore trop de profils individualistes. Et pas de collectif, or qu'on on a des bons joueurs. Encore une fois, on a des bons joueurs. Mais ça ne suit pas. Ça fait beaucoup quand même quand tu dis, voilà, justement, les profils individualistes, les clans. Du coup, ça fait qu'il n'y a pas de cohésion. Il y a eu aussi… oui. Je ne sais pas après si je peux appeler ça clan ou groupe. Après, ouais, après, c'est de la sémantique, mais en après… fait, on n'était pas unis. Je trouve pas qu'on n'était pas totalement unis et totalement soudés. Il y avait des histoires de polémique aussi. Ibou, je m'en souviens, c'était l'histoire de, locaux contre binationaux, c'est les binationaux qui foutent le bordel, truc comme ça. Ouais, c'était avant, ça je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Après, sur ça, ça va être un discours sans fin. Ouais.
Toi, tu vas dire ça, l'autre, tu vas dire j'ai pas dit En ça. fait, j'ai l'impression qu'à Toi, partir tu du vas moment le où ça ne penser. marche pas, en fait, automatiquement, c'est Ouais, l'argument voilà, qu'on parce qu'ils vont. ressort. En fait, Mais je vais même pas le dire. Ils vont dire parce que encore une fois, on est tous des frères. C'est Je vais pas ça dire ils que vont je veux dire. te On est dire. tous des frères. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils vont mal interpréter une parole que toi tu vas dire et eux. Et ça va être à l'inverse. Hein. Quand je dis eux, ça va être je veux dire les binationaux et les locaux. Ouais. Et de l'autre côté, le message va être pris d'un autre sens. Or qu'en fait, si tout le monde parlait une même langue cohérente et correcte, tout le monde partirait dans le même sens. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est ça le problème, c'est que tu as le comportement individualiste et tu as l'acceptation de la parole d'un mec peut-être qui a joué un peu plus haut que toi ou qui a un peu plus de vécu. d'expérience. Et tu en as certains, on va appeler un chat un chat, qui vont mal le prendre. Ouais, mais lui, il se prend pour qui? Ouais, lui, vas-y. Ouais, mais lui, il fait. Mais non, c'est pas comme ça. Hey, t'es africain, je suis africain. T'es dans la même équipe que moi. Écoute ce que je te dis. Moi, je suis prêt à entendre ce que toi, tu lui proposes. Prends ce que je te donne. Tu peux être en accord ou en désaccord. On peut en discuter. Mais c'est pas, je te dis une chose. Toi, tu me tournes le dos et tu vas disperser ma parole à tort ou à travers plusieurs personnes. Et ça, c'est pas bon. Et je pense que c'est ce qui se passe dans la sélection. On ne communique pas assez entre nous, ou même quand on communique, ça rentre là, ça sort là, ou il y en a d'autres qui se disent ouais, mais lui, il a là, pour qui il se prend, pourquoi il parle. C'est pas comme ça. Moi encore, j'ai l'exemple d'un Naby. Naby, je l'apprécie pourquoi? Parce que c'est un mec, il joue à Liverpool. Quand je lui parlais sur le terrain, Naby, c'était ouais grand, ouais grand. Et il pourrait me dire qu'est-ce qu'il me veut lui? Il joue à Béziers, il joue à Orléans, il est fou quoi. Je lui envoie des messages des fois, il me répond. Il n'est pas obligé de me répondre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il a les pieds sur terre. Non, il a compris après, je te parle pas de. l'objectif était commun. Voilà, après, je te parle pas de l'environnement. Ouais, mais tu vois, mais ça aussi, il le comprend parce que justement, il est à Liverpool et il sait comment ça marche. Que eux, en fait, tu les vois, hein, ils sont soudés, ils sont unis. Et Klopp, il demande ça. Donc lui, il se dit, moi, je le vois au haut niveau dans une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Donc ici, c'est la même chose. Alors c'est la même chose. Surtout qu'on attend beaucoup de lui. Sur moi voilà, surtout que peut-être à Liverpool, puisque là, c'est vraiment à moi de le faire, changer les matchs. Et ils se disent, mais quand même, tout seul, je ne peux pas le faire. Parce que non, personne il ne peut peut le faire pas, tout seul. parce que c'est comme tu vois, moi, je vois beaucoup de choses qui se disent à son égard. À tort ou à travers, encore une fois. Oui, Naby ne donne pas le maximum en sélection, oui, Naby. Mais tu ne peux pas porter une sélection sur ton dos tout seul. Certes, il a fait des matchs moyens. Certes, il a fait des matchs où il a sauvé l'équipe aussi. L'Afrique, de jouer en équipe nationale, le maillot, il est lourd. Les gens ne savent pas ce qui se passe derrière. Puis les attentes sont énormes. Voilà. Ils pensent que c'est juste enfiler le maillot, tu vas sur le terrain. Non. Il y a la fédé derrière. Il y a les joueurs derrière. Tu as un coach derrière. Tu as toute une infrastructure. Tu as une entreprise. C'est une entreprise, voilà. Les aléas. Les gens ne connaissent pas. Si tu n'es pas en sélection, les gens ne connaissent pas. L'exemple parfait, c'est la CAN 2019. C'est un fiasco justement parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses, il y a plein de gens que tu vois arriver que tu ne connais même pas. C'est ça. Que tu ne connais même pas. Et moi, j'ai vu des gens arriver, je ne connais pas. Là, les gens qui arrivaient, il y a l'histoire des raquettes aussi, tout ça. Donc, c'était compliqué. Il y a eu plein de choses. Dire, à ce moment-là, moi, j'ai l'impression en tout cas que c'était une bombe à retardement à ce moment-là, la sélection de Guinée. Bah, tu avais l'impression qu'il y en a qui prenaient ça comme une fête. Où on a décaissé, bon, on va tous venir, on va tous manger ensemble. Et tu avais l'impression que d'autres étaient plus dans le projet. Mais je pense que tu avais moins de personnes dans le projet que… Ah, mais quand tu es en sélection, que tu joues pour ton pays, que tu vois un contexte comme ça, franchement, moi, je ne sais pas. Après, moi, je dis ça comme ça. Je ne suis pas joueur, je n'ai jamais été joueur et je ne le serai jamais, c'est trop tard. Mais je me dirais, putain, mais moi, je prends mes bagages et je me barre. C'est pas possible. Je veux dire, quand tu vois le contexte qu'il y avait et tout, c'est pas possible en fait. Déjà, tu es sûr que sportivement, vous ne pourrez pas performer. Ouais. Et encore, quand ça se passe mal dans une section, ceux qu'on incrimine en premier, c'est les joueurs en plus. Ouais, mais tu peux pas partir comme ça. Bien sûr, tu peux pas partir comme ça. Non, quand je dis tu veux partir, quand je dis tu veux partir, je fais façon de parler, mais je veux dire à un moment donné, tu baisses les bras, tu dis bon, mais je vais suivre. Mais si tu pars et que tu as un message et tout ça, ils vont quand même dire, et que ton message il est bon, ils vont quand même dire ouais, mais lui, il y a une Coupe d'Afrique, il aime pas, ça va vite, c'est ça, voilà. En fait, tu seras toujours pris à partie. Même si tu apportes le bon message, tu as la bonne parole, tu seras toujours pris à partie. Parce que tu donnes du plaisir au peuple quand même. Eux, ils attendent quelque chose de toi. Tu viens, pour eux, tu prends de l'argent, tu as le maillot. C'est une fierté. Et
Je comprends ce que tu veux dire, hein, dans le sens où vraiment, ouais, tu baisses les bras, tu t'en vas. Mais tu dis peut-être ça va changer. Non, la prochaine fois, ouais, mais là, ok, ça va aller. Mais aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que ça n'avance pas. Bon, après, je suis content de voir la sélection. Là, il y a des joueurs qui arrivent, qui sont intéressants. Mais il faudrait que la mayonnaise prenne. Après, on va leur laisser du temps. Mais voilà, c'est un autre visage. Moi, j'attends de voir au fil du temps. Je ne vais pas leur demander des. Et surtout, il faut apprendre des la résultats. patience. Voilà, je ne vais pas leur demander des résultats instantanément, c'est pas possible. Les gars, en Afrique, vous connaissez comment ça se Je passe. sais qu'il n'y a pas de patience. Oui, il n'y a pas de Faut patience. apprendre la Mais les gens devront l'accepter. Ils seront obligés de l'accepter tôt ou tard. L'Algérie, le Maroc, le Ghana. À un moment donné, tous ces pays-là, à un moment, ils ont eu des phases de transition. Tu peux pas avoir des résultats tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut t'acclimater au pays, faut t'acclimater au climat. Faut connaître ton groupe, les joueurs qui y a autour de toi. Le coach, voilà, c'est un tout. C'est un tout. Tu as la pression de la Fédé, tu as la pression du public. Et en même temps, et je te parle même pas encore des voyages. Voilà, ça, c'est autre chose. Je te parle même pas des voyages. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai encore un souvenir où, je sais pas si vous étais là quand. Non, t'étais pas là, c'était Fernandez. On joue contre l'Afrique du Sud. Moi, quand De Cazzi prend mon passeport, j'avais un passeport d'urgence. Je passe le portique. Tout seul, je fais pas de queue. Toute la sélection derrière moi. On reste 1 heure à l'aéroport, ils sont en train de noter. 1 heure, je passe tout droit. Tout droit. Et le retour, on finit notre match on joue contre Zimbabwe. On fait le retour et on rencontre les joueurs de l'Algérie. On prend l'avion, tu les vois, ils vont en classe affaires business. On est là, encore en train de faire la queue. Après, bon, ça, c'est rien. Mais ça dénote que avec les résultats, tu obtiens des fois je ne vais pas dire des passe droits, tu peux tirer les ficelles. Mais nous, comment tu veux qu'on ait les résultats si on nous met des bâtons dans les roues? Tu peux pas. Ça, faut qu'il l'enregistre. Et moi, je te dis ça là, j'ai même pas peur. N'importe quelle personne que tu vas m'amener devant moi, je vais lui dire, tu ne peux pas me tirer dans les pattes et me demander des résultats. C'est impossible. C'est impossible. Sois patient et après tu pourras me critiquer. Mais sois vraiment patient. Et quand je dis patient, ce n'est pas 1 mois, 2 mois. Non, surtout une sélection. Une sélection, quand tu as un rassemblement tous les 4 mois, tu ne peux pas demander des résultats. Ça change tout le temps. Tu as toujours des nouveaux joueurs qui arrivent, tu as des blessés, tu as des coachs qui ne laissent pas partir les internationaux de leur club, tu as des joueurs qui arrivent en retard. C'est pas comme ça. Tu ne construis pas un projet surtout d'équipe nationale sur un an. Tu vois même en équipe de France. C'est pas comme ça. Il faut que les joueurs soient patients. Ben vous étiez patient au Sénégal, vous avez gagné la CAN au final. Patient, mais c'était chaud. Oui. Après, Aliou Cissé, tu vois, il est resté 7 ans. C'est un record. C'est beaucoup de rester 7 ans pour un entraîneur africain. Parce que généralement, il y a des fédérations, même tu es finale de CAN, il l'aurait fait sauter. Tu prends l'exemple du Burkina Faso. Avec Amomalo, voilà, il fait 4e. Ils font une super CAN, ils finissent 4e, même ils peuvent finir 3e, ils se font rattraper, bref et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le virent après. Le Burkina, ils font en plus chaque fois, ils sont dans les têtes. Ils ont trouvé un coach qui peut faire, ils le virent. Après, là, le nouveau, là, il a bien commencé ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de patience, alors que c'est un bon résultat quoi, quand même pour le Burkina de demi-finaliste. Mais après, là, ça aussi, c'est des trucs en interne parce que le président de la fédération il avait pris le choix de le virer pour faire un autre gars. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Des fois, il n'y a pas de cohérence. Vous avez bien un sélectionneur qui était animateur en même temps, donc ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve beaucoup de choses. On a vu ces émissions après les entraînements, non? Incroyable. Mais quand même, revenons à toi, Ousmane. Bon, toi maintenant, tu es quand même plus dans la voie de la reconversion maintenant, clairement. Ça va être quoi pour toi la suite? Tu vas aspirer à quoi maintenant? Moi, dans un premier temps, je vais essayer de passer tous les diplômes qui se rapportent au foot. Comme j'ai eu la chance d'exercer mon métier, le football, j'ai des passerelles que je peux sauter par le biais du foot. Donc, là, j'ai passé mon diplôme d'IBE, qui est l'UFAA. J'ai les résultats le 12 juillet, mais voilà, normalement, je devrais l'obtenir. Par la suite, je vais encore passer des diplômes. Je dois passer le DES encore pour accéder à un échelon supérieur, mais
Ça, faut attendre 2 ans. Mais en fait, je vais essayer sur ces 2 ans de passer vraiment tous les diplômes qui se rapportent au foot pour avoir un bagage. Et après, pourquoi pas aller en Guinée. Je ne dis pas prendre la sélection ou autre, hein, parce que tout de suite, c'est prématuré. En plus, c'est pas dans ma tête, mais vraiment les jeunes ou voir le fonctionnement des clubs locaux. Mais voilà, vraiment m'investir sur ce chemin-là. Et après, on verra par la suite. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait maintenant. Donc, je me donne les moyens pour, en tout cas. Pour toi, l'encadrement, c'est un truc. Qui pourrait me plaire. De toute façon, j'ai baigné dedans. J'ai baigné dans le foot. Si je peux, entre guillemets, gagner ma vie dans ce que j'ai aimé faire toute ma vie, je ne crache pas dans la soupe, je dis pas non. Mais ce qui est bien, c'est qu'en gros, tu fais les choses dans les règles. C'est-à-dire, il faut que je me forme d'abord. Exactement. Que je me forme, que j'essaie d'avoir tout le plus possible. Une fois que j'ai tout, je peux postuler ou je peux taper à la porte. Voilà, je peux taper à quelque chose, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour. Aujourd'hui, je suis personne. Je ne vais pas aller taper à la porte. Ouais, non, j'ai ça. Parce que bon, actuellement, après, il n'y a pas beaucoup de diplômés du BE, je crois, en Guinée. J'ai vu la dernière fois les photos qui défilaient. Je sais que Cabal l'a passé, parce que le diplôme que j'ai passé, Cabal l'a passé il y a 2 ans. Ouais. Donc après, bon, il suffit à entraîner une équipe nationale, l'UFA. Mais après, en France, tu as 2-3 diplômes pour entraîner une équipe, une D1. Donc voilà, en tout cas, ce diplôme-là est suffisant pour l'Afrique. Mais bon, pourquoi pas l'étoffer? Parce qu'après, on ne sait jamais après. On ne sait jamais. On ne va pas se dire c'est pas l'aboutissement. De toute façon, dans la vie, tant que tu vas chercher des trucs plus hauts, tu vas chercher des diplômes plus hauts, tu as une récompense plus haute. Pour moi, c'est ça en plus. Parce qu'en plus, je me souviens là récemment, Habibé, quand il prend le Red Star, au début, il paye une amende parce qu'il n'a pas le diplôme. Il paye une amende chaque match. Et c'est comme ça. De toute façon, en France, c'est ça. Ils répondront que par le diplôme. Tu n'as pas de diplôme, tu fais rien. Et le club, bon, voilà, le club s'acquittait, je crois, d'une amende de 1000 ou 1500 euros par match. Par match, ouais. Et c'est pas donné. Donc après, bon, voilà, ils ont fait le choix aussi de le prendre. On va voir si ça porte ses fruits. Mais je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a un moment donné, on avait beaucoup de joueurs d'origine africaine ou des anciens internationaux africains qui, une fois leur carrière finie, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus. Franchement, ils disparaissaient des radars. Après, récemment, il y a une génération un peu présente dans les médias. Et je trouve maintenant, il y a vraiment le côté déclic, formation, entraîneur, tout ça aussi, ça peut être pour nous. Avant, j'avais l'impression que justement les gens de ton profil se disaient c'est pour les autres. Et maintenant, on se dit en fait non, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je peux aussi le faire. Moi, pour tout te dire, je ne suis pas scolaire. J'ai arrêté l'école en 2e année de compta. Et je ne suis pas scolaire du tout. Limite, je n'aimais pas l'école, mais voilà, j'y allais parce qu'il fallait y aller. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû vraiment suivre l'école parce que c'est important pour les langues, c'est important pour certaines matières. Et aujourd'hui, moi, je ne parle pas l'anglais. Il parle 3-4 langues. J'en parle aucune. Mais je serais obligé de passer par là. Si demain, je vais aspirer à aller, on va dire, au Ghana, au Nigeria, je ne sais pas, en Angleterre. C'est une langue que tout le monde utilise, l'anglais. Je suis obligé. Donc voilà, mais c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut du temps, de l'investissement, de l'implication. On n'a rien sans rien. De toute façon, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Bon, avant de finir, on va poser une question au futur coach que tu es, parce que c'est un des classiques du SNL Podcast. Est-ce que tu peux nous faire ton 11 type? Alors, tu choisis ou ton 11 de rêve, ou ton 11 de gars avec qui tu as aimé jouer, mais ton 11. Mon 11 type? Ouais. Bon, on va faire du pays, comme ça ce sera… Allez. Même sur la Guinée, on va rester sur la Guinée. Latéral, gardien. Je mettrai japonais parce que je l'apprécie. Et parce qu'il nous a beaucoup sauvés, il faut le dire. Je l'apprécie beaucoup. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé en sélection aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Naby Atara. Voilà, japonais. Latéral gauche, je mets Siaga parce que de la sélection, j'en ai pas vu des meilleurs. C'est un moteur. Hein. Voilà. Dans l'axe, moi, je vais mettre Simon Fallette et Flo parce que bon, c'est des gens que j'apprécie. Et encore une fois, au-delà de ça, ils font partie quand même de la sélection. À droite, je vais me mettre moi. Je vais me mettre moi. C'est normal. Les gens ne sont pas contents. Pas contents. Sélectionneur-joueur. Voilà, exactement. On va faire un petit 4, on va faire un 4-3-3.
En point de base, je vais mettre Cissé. Ouais. Au milieu de terrain, les deux milieux, je vais mettre Naby et Amadou. Côté gauche, Ibou. Ouais. Côté droit, je vais mettre Las Bangoura. Ouais. Mais change-moi de poste, mets-moi à droite. On va les inverser, Las Bangoura. Et devant, je vais mettre Fodé Koïta. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça va, ça peut bien jouer au foot, Ouais, ça. Hein. Tu fais un 8e de finale de Cannes. Ouais. Ouais. Mais tu sens pas avec 3-0. Non, du tout. Non, carrément. Non, c'est une équipe qui a de la gueule. C'est une équipe qui a de la gueule. Au-delà d'avoir la gueule, ils ont l'état d'esprit. Là. Aussi, je ouais. pense que tous ceux que j'ai mis, ils ont l'état d'esprit. Bon, en tout cas, c'est important et je pense que ceux qui ont écouté le podcast, en tout cas, ont compris que c'est très important pour aller loin dans une compétition et surtout pour avoir un groupe soudé. Avant de finir, juste, Ibou, on rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent qu'on fait gagner cette paire de crampons Puma. C'est les Puma Ultra One, 1.1. J'ai regardé. C'est les vrais, hein, c'est les modèles pro. C'est très simple, on veut les faire gagner sur les réseaux sociaux. Il y aura une question qui sera posée sur les réseaux sociaux. Ça va concerner la carrière d'Ousmane qui est avec nous. Ousmane n'a pas le droit de participer. Ni sa famille, il faut le préciser. Non, parce que sinon, on va encore dire, ouais, les Africains, vous êtes encore dans les combines. Il a fini avec ça. Et donc, voilà, on va poser une question par rapport à la carrière d'Ousmane. Et forcément, un indice, la réponse se trouve dans le podcast. Donc, pour ceux qui ne l'auront pas automatiquement, pour écouter le podcast ou le regarder, vous aurez la réponse. En tout cas, Ousmane, merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup de courage pour la suite. On espère te voir sur un banc prochainement. Pourquoi pas diriger la Guinée pendant une CAN, comme ça tu te prendras les critiques. De toute façon, on a déjà mangé de ça. C'est ça, tu connais. Et puis bon, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao.